Il est l'heure, hein, donc on peut peut-être commencer, Daniel, l'observatoire. Je remercie encore Daniel Patier pour le travail extraordinaire qu'elle a fait. Hier, nous avons eu une réunion une assemblée générale de l'association. Votre manœuvre est enregistrée. Ah, alors, ah oui, on est en train d'enregistrer nos propos afin que voilà, euh, afin que l'observatoire puisse être diffusé, notamment dans nos réseaux sociaux. Voilà. Ça fait beaucoup de bruit. Alors, ce que je propose, c'est que quand vous ne prenez pas la parole, coupez vos micros. Comment? Daniel, je comprends pas pourquoi vous m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez là? Nous, on vous entend très bien, ouais, impeccable. Ok. Vous m'entendez? Oui. Oui, mais par contre, est-ce que vous pouvez baisser un peu quand on vous voit la tête comme ça? Est-ce que vous pouvez baisser votre écran? Voilà! C'est magnifique comme ça. Il n'y a qu'à demander. Bon, donc on va pouvoir commencer. Donc, est-ce que je peux lancer Je peux, voilà. Bon, alors, bonjour à tous et merci. Comment? Merci Daniel de votre présence. Et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et alors, j'aimerais juste vous dire également que hier nous avons eu l'assemblée générale. Ben ouais, mais malheureusement Bernadette Laclais n'entend pas. Je pense qu'il faut peut-être vous déconnecter et vous reconnecter. Je vais demander. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Alors, moi, je suis inquiète parce qu'il manque aussi Peggy du CEREMA. Est-ce qu'elle est là? Parce que c'est elle qui commence les débats. Est-ce qu'elle est branchée? Oui, oui, je suis là. Ne vous inquiétez pas, Daniel. Je suis là depuis tout à l'heure. J'étais inquiète. Bon, c'est bien, je vous voyais pas dans la petite lunette. Vous ne voyez pas tous les intervenants, c'est pour ça. Bonjour à tous. D'accord. Et juste pour finir, Daniel, hier, donc, nous avons eu une assemblée générale et notre nouveau président est Philippe Laurent, qui est le maire de Sceaux et qui est également secrétaire général de l'AMF. Ce qui est important, parce que ça fait longtemps qu'on disait qu'il fallait que nous ayons un maire président de l'association, et Daniel Patier est notre deuxième vice-président. Merci et on y va. Oui, donc je vous remercie tous d'avoir accepté de participer à cet atelier. Alors, je rappelle simplement pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a quelques années que nous avions fait un premier atelier sur le stationnement il y a à peu près 2 ans. Là, en place les procédures nous avions présenté les modalités, les raisons de faire surtout les montants des rémunérations qu'on voulait par rapport à ces changements de politique, en fait, le financement donc du poste stationnement, vous savez, les amendes qu'on pouvait prendre, vous savez que du coup ça devenait quelque chose de libre et que chaque ville faisait sa politique à sa façon et pour des raisons particulières. Donc on avait vu à cette époque-là vraiment le processus de mise en place de la mesure, les conditions de surveillance, disons, et les conditions de pénalisation qui pouvaient être entrevues. On s'est dit que 2 ans après, donc on sait que des villes ont vraiment beaucoup œuvré avec ça et se sont posées. Vous avez lu aussi dans la presse que quelquefois ça s'est pas toujours bien passé, mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est quand même quelque chose qui était fait pour fluidifier la circulation, qui a été le cas, pour que les gens aient moins de difficultés aussi à trouver une place quand on arrive quelque part. Donc, ce qui veut dire que
ça ne ralentit pas aussi la circulation, etc. Et surtout, il fallait que ce soit intéressant pour faire des recettes, en fait, pour les communes. Aujourd'hui, au bout de 2 ans, on peut se poser la question, est-ce que la dépénalisation a bien été bien mise en place dans la plupart des villes? De quelle façon ça s'est fait? Quelles procédures ils ont pris pour les contraventions, etc. Quelles sont les recettes et tout. Et donc, on a réuni, on a fait cet atelier en 3 temps. Le premier, ça sera vraiment pour faire le bilan, donc avec en priorité donc le CEREMA qui va présenter les enquêtes qui ont été faites quand même sur 550 villes de France sur l'est des stationnements, les modalités différentes qui ont pu être faites, et surtout avec le recul, quels ont été les effets. C'est ça qui nous intéresse aussi, de savoir, suivant les villes, est-ce que la taille joue un jeu, est-ce que le prix joue un jeu, c'est tout ça que Peggy va nous présenter, Peggy Martini. Ensuite, nous aurons Olivier Galliana du groupe La Poste, alors qui parlera surtout des aspects judiciaires, enfin oui, vraiment la juridiction, si vous voulez, et tout ce qui est un petit peu compliqué dans cette affaire à comprendre. Donc c'est autour de la dépénalisation, il va nous expliquer les aspects juridiques de la question. Ensuite, nous aurons alors un grand spécialiste, puisque c'est le directeur général de la Fédération des métiers du stationnement, donc qui vous fera aussi un petit peu le point de ce qu'il a pu observer lui aussi. Donc c'est le premier point, si vous voulez, c'est uniquement le retour d'expérience. Dans le deuxième temps, alors on s'est posé la question comment on peut accompagner toutes ces villes qui se posent encore des questions, puisque tout le monde n'est pas arrivé au bout de leur procédure. Et c'est pourquoi nous recevons notre partenaire Indigo et sa filiale Streteo pour vraiment être sur le terrain et dire ben voilà, qu'est-ce qui a été mis en place et quels ont été les effets pour des sociétés de gestion et de contrôle. Et enfin, ça nous a intéressé de savoir si les petites villes voulaient être nos témoins pour expliquer comment ils avaient fait. Ce sont en particulier plutôt des petites villes, puisque tout le monde nous disait que toutes ces mesures, souvent, c'était facile à faire dans des grandes villes. Et là, on verra qu'il y a des petites villes qui ont commencé à faire des procédures vraiment intéressantes, surtout avec l'intelligence artificielle, si vous voulez, avec les applications qu'ils ont pu mettre en place pour faciliter la fluidité. Je pense qu'on va se donner à peu près un quart d'heure par personne pour avoir un petit peu de temps de discussion. Donc, on verra les procédures pour que vous puissiez prendre la parole après. Et je pense que tout de suite, on va ouvrir avec Peggy qui va nous présenter donc les enquêtes du CEREMA du Gard. Donc, à vous la parole. On n'entend pas. Alors, j'ai pourtant mis mon micro. Voilà, j'ai mis mon micro. Merci Daniel pour cette introduction. Je vais commencer tout de suite alors. Je vais récupérer le document. Alors, je vais mettre mon document en diaporama. Hop. Et je vais faire le partage d'écran. Vous allez me dire si c'est bon. Hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. C'est parfait. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est parfait? Voilà. Donc, au niveau du CEREMA, on a réalisé en 2019 une étude sur la réforme justement du stationnement de paiement sur voirie pour justement faire un premier bilan de mise en œuvre de cette mesure qui effectivement a changé énormément de choses. C'est une enquête que le CEREMA a l'habitude de faire. Pour ceux qui connaissent peut-être pas le CEREMA, nous on est un établissement public administratif qui avons été créés en 2014 sur la base des services techniques ministériels du CERTU et d'autres on va dire documents, enfin on va dire entités territoriales et centrales d'expertise publique. Donc on réalise
notamment une enquête quinquennale sur le stationnement public. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, s'il vous plaît. Donc, des enquêtes quinquennales, justement, cette enquête avec en partenariat avec le GART sur la dépénalisation et notamment aussi, pour information, ça peut vous intéresser, on a travaillé là depuis 2 ans sur un guide à venir sur l'aménagement du stationnement sur l'espace public, qui paraîtra au mois de mars 2021. Et donc le CEREMA intervient à la fois auprès des collectivités territoriales et des services de l'État, en assistance à maîtrise d'ouvrage ou pour réaliser des expertises, des enquêtes et des évaluations diverses. Et donc ça, c'est cette présentation se réfère à une étude effectivement que l'on a fait lors de la mise en œuvre de la réforme de la dépénalisation. Donc effectivement, maintenant, on est avec les forfaits post-stationnement, sur une modalité d'occupation du domaine public, qui donne lieu au paiement d'une redevance. Ces recettes de forfaits post-stationnement vont directement aux collectivités compétentes, avec des nouvelles modalités de surveillance possibles, avec notamment la possibilité d'externaliser le contrôle et on va dire le suivi de ces FPS. Pour le compte du GART, effectivement, et à la demande de la mission interministérielle pour la décentralisation du stationnement payant, on a réalisé ce sondage auprès de 550 collectivités identifiées. C'était un panel, effectivement, qu'on avait issu de notre enquête quinquennale sur le stationnement, avec la volonté d'avoir une meilleure représentativité de toutes les tranches de communes possibles. Donc effectivement, on les a on va dire, en termes de représentation, un élément aussi important, sur les 550 et une collectivité identifiée, on en a eu 1 sur 2 qui a effectivement répondu. Et donc, on a juste les éléments, on va dire, sur, non pas les 550, mais sur 226. Donc, on a effectivement différents rendus. Je vous ai donné les éléments, mais en termes de représentativité, comme je vous l'ai dit, on a effectivement les 14 plus grandes communes de France qui ont répondu, bonne partie des grandes communes et un peu moins sur les communes de moins de 10 000 habitants. Au niveau de la régulation du forfait post-stationnement, un premier élément d'enseignement, on a pu, avec l'enquête quinquennale de 2015, avoir déjà des éléments qui nous permettaient d'avoir un recul et un point de comparaison. En 2015, quand on regardait le coût moyen de la première heure de stationnement sur la zone la plus rotative, on était à 1,35 € dans des communes. En 2018, on est à 1,33 €. On verra un petit peu pourquoi tout à l'heure, par rapport au fait que cela baisse légèrement. Mais somme toute, on peut dire que sur le coût moyen de la première heure de stationnement, on n'a quasiment pas de fluctuation. Après la dépénalisation, la fluctuation, on commence à la voir quand on regarde le montant moyen du forfait post-stationnement. Pour rappel, on était à 17 € de l'amende pénale forfaitaire. Aujourd'hui, en moyenne, on est à 25 €. Ce qui augmente quand même pas mal. Avec plus des 3/4 des villes qui ont mis en place un forfait post-stationnement supérieur à 17 € et on va dire une certaine ventilation du montant des forfaits post-stationnement qui ne dépend pas vraiment de la taille de la commune. Donc là, justement, par rapport à la taille de la commune, ce qui est intéressant de voir, c'est notamment si on a un graphique, on va dire, plus à l'échelle que la petite vignette de la diapo précédente, c'est qu'effectivement, même si
on a un petit peu tous les positionnements possibles. On voit que sur les plus grandes villes françaises, on a quand même des postures qui sont très marquées. On a Paris qui, avec un forfait post-stationnement à 50 €, a multiplié par 3 le montant de son FPS par rapport à avant la dépénalisation. Lyon par 3,5, on est à 60 €, c'est le maximum qu'on ait pu avoir parmi le panel des communes enquêtées. Toulouse aussi, pas mal, on est à 30 €. Marseille est resté sur le montant du forfait post-stationnement et Nice, par exemple, avait légèrement baissé puisqu'on était à 16 €. Donc, on voit bien que là, on a des postures très différenciées et globalement, comme je vous l'ai dit, on a 79% des communes enquêtées qui ont défini un forfait post-stationnement supérieur. Et seulement 5 se sont positionnés en dessous. Tout le reste sont restés stables, n'ont absolument pas bougé en termes de montant. Donc, quels sont aussi les impacts sur les facilités aussi offertes aux usagers? Sur le montant sur les modalités de paiement. Par paiement sans contact, en 2015, on était à 51%. En 2018, on se retrouve avec 94% de paiement sans contact. Aujourd'hui, on généralise quasiment sur l'ensemble des modalités de paiement. Aujourd'hui, on verra vraisemblablement avec les différents acteurs et la FNES nous le dira, c'est vraiment aujourd'hui l'élément qui se généralise. Le paiement via application mobile aussi, je vois que ça, j'ai des diapos qui ont sauté, des éléments qui ont sauté, bon dommage. Effectivement, sur le paiement via application mobile, là aussi, on a eu des énormes, un bond en 3 ans qui a été important, là 63%, et notamment sur aussi, et c'est la raison pour laquelle on a un montant moyen sur la première heure qui a légèrement baissé. Là, on n'a pas le montant, mais on a au moins le camembert. On voit que les villes qui proposent une période initiale gratuite sont plus nombreuses. Aujourd'hui, on est quasiment à 53%, plus d'une ville sur deux, qui propose une période initiale gratuite pour permettre justement une meilleure rotation sur l'espace public. Autre élément très intéressant qui nous ont été apportés par cette étude, c'est effectivement les modes de gestion de la surveillance du stationnement payant ont évolué. La dépénalisation a permis l'externalisation. Donc là, on a des systèmes mixtes qui sont assez peu nombreux, mais grosso modo, on a encore un an après la mise en place de la dépénalisation, 80%, près de 80%, 79, qui effectuent encore en régie la surveillance du stationnement et 20% globalement qui engagent une délégation de cette surveillance. Et notamment, on regarde aujourd'hui de près les nouveaux outils comme l'API, c'est-à-dire la lecture automatique de plaques d'immatriculation. En 2018, on avait déjà 7% des communes qui avaient mis en place un système de l'API, avec depuis d'autres éléments de connaissances qui sont venus. On a également eu cet été une communication je crois que c'était constitutionnel sur justement l'interdiction de prise de décision sur le seul fondement d'un traitement automatisé. Et effectivement, on est sur uniquement du forfait post-stationnement et pas l'utilisation du LAPI pour des infractions pénales. Là-dessus, il faut effectivement faire aussi la part des choses.
On a des villes où également on a une surveillance humaine qui reste, comme vous l'avez vu, hein, très importante. L'idée, c'était de voir aussi quels sont les moyens mis en place par les communes, avec justement une étude particulière pour voir agent la façon dont le montant prélevé via les FPS est effectué en fonction du nombre de places à surveiller, où effectivement on voit que la recette moyenne par place et par jour, en fonction du nombre de places payantes par agent de surveillance, on voit que quand on a moins de 200 places par agent et par jour à surveiller, les montants des recettes moyennes par place et par jour sont bien plus importants en moyenne que si, par exemple, à l'opposé, on a plus de 250 places à surveiller par agent et par jour, où là, on tombe quasiment à 2 fois moins en ratio par place. Donc, en termes de rentrée, de recettes moyennes par place et par jour. Donc, souvent, hein, on entend parler de cette limite-là, de 250 places par agent et par jour. Effectivement, on voit sur ce graphique-là qu'effectivement, on est sur un point intéressant et, on va dire, quelle que soit la commune, on voit néanmoins que plus la commune est grande, plus on demande aux agents effectivement de couvrir un espace important. On voit que ce ratio de 250 places, il est très très souvent dépassé pour des communes de plus de 10 000 habitants où là on a des montants parfois très très importants, notamment plus de 400 places par âge à surveiller par jour. Donc, en termes d'enseignement, on a un bilan globalement positif, malgré des difficultés de mise en œuvre. On a effectivement des difficultés qui ne sont pas toutes levées. On a aujourd'hui des difficultés de compréhension de la nouvelle réglementation par l'usager. L'évolution rentre doucement dans les mœurs, mais effectivement, on a encore cette communication à transmettre des nouvelles modalités d'usage. On a un investissement initial non négligeable en matériel et en formation des agents. On a des problèmes d'échange de données et de suivi des FPS, notamment avec l'ONTAI, où on a notamment aujourd'hui, par exemple, un renouvellement de la convention qui peut poser problème. On a des échanges, notamment avec les agents de la ITF, hein, l'agence des ingénieurs territoriaux de France, qui effectivement négocie aujourd'hui différents points avec l'ONTAI sur une amélioration et une fluidification des échanges. La période de Covid récemment n'a pas amélioré les choses en termes de fluidité, on va dire, et ça c'est important, rectifier les couacs qu'on a eu pendant la période de Covid. Un gros point noir, c'est effectivement l'impossibilité de recouvrer les FPS auprès des véhicules étrangers. Là, effectivement, on a perdu cette capacité-là. Il y a peut-être des pistes à creuser, mais à court terme, là aussi, c'est une difficulté de mise en œuvre. Et autre point aussi sur lequel vous avez dû avoir des retours au niveau des collectivités locales, c'est les difficultés de contrôle et de fraude au niveau des cartes de stationnement pour les personnes handicapées, parce que aujourd'hui on est sur un stationnement qui est gratuit pour les bénéficiaires des CMI, donc on a eu fatalement un développement de la fraude, avec un souci pour les collectivités et les agents qui s'occupent du contrôle de pouvoir accéder aux fichiers notamment des cartes CMI en France. Et après, le niveau européen est aussi problématique sur ce sujet. On a eu une décision effectivement
récente également du Conseil constitutionnel sur la suppression de l'obligation de payer le forfait post-stationnement avant d'engager un recours contentieux. Là aussi, ça éclaire sur les procédures et ça, on va dire, ça donne de nouveaux éléments dans les rapports entre usagers et collectivités sur le paiement du forfait post-stationnement. Alors peut-être que ça aura un impact après sur le volume du contentieux, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais effectivement, on a une évaluation positive malgré tout, toutes ces difficultés, pour ne pas s'arrêter uniquement aux difficultés, avec une réelle, quand le forfait post-stationnement est utilisé par la collectivité en augmentation, notamment, ça augmente la rotation, ça améliore la disponibilité des places avec notamment le contrôle mis en place, avec tout cela hein, dans un meilleur respect de la réglementation de manière générale, une hausse des recettes de paiement direct et des abonnements, puisque souvent la hausse du contrôle implique également une contractualisation accrue avec souvent le développement d'abonnements adaptés différentes catégories de demandeurs, une forte utilisation des nouveaux moyens de paiement, notamment avec souvent aujourd'hui la question du nombre de rodateurs sur les rues et de voir comment on peut limiter l'implantation de ces eurodateurs-là, où certains se posent désormais aussi la question de complètement les supprimer. Mais effectivement, on n'en est pas encore là aujourd'hui. Et une relative faiblesse des taux de recours à l'époque de l'enquête. La récente décision du Conseil constitutionnel va peut-être changer la donne. Donc, là, on est sur une évaluation quantitative. Après, effectivement, il aurait été intéressant d'avoir des éléments plus qualitatifs, mais je pense qu'on va pouvoir en avoir dans les discussions qu'on a ensemble. C'est un bilan aussi qui illustre et qui rappelle les bonnes raisons de réguler et de réglementer le stationnement, puisque la réglementation adaptée du stationnement au territoire et à la commune, ça permet d'éviter, d'une part, la saturation de l'offre, hein, avec une rotation qui permet de créer de la disponibilité. Là-dessus, on ne le dira jamais assez, quand il n'y a pas de réglementation, ça crée des voitures ventouses et notamment le stationnement gratuit sur voirie crée un encombrement, une place et 2 voitures par jour à peu près. Un stationnement payant qui est peu contrôlé crée une rotation, mais une rotation moindre, à peu près 4 voitures par jour et par place. Et un stationnement payant contrôlé, c'est 6 à 8 voitures accueillies sur une même place par jour. Donc l'impact est non négligeable. Il y a aussi, on va dire, un incontournable des politiques de mobilité durable, qui est que la contrainte sur le stationnement va indirectement avoir un effet de report modal sur les autres modes dits doux, puisque plus on a de difficultés à se stationner, plus on pense effectivement se reporter sur d'autres modes, et notamment des éléments de l'enquête nationale transport et déplacement de 2008. La dernière vient de sortir, donc on va pouvoir mettre à jour ce graphique. Mais effectivement, si on a un stationnement réservé sur le lieu de travail, eh bien, 81% des personnes vont y aller en voiture. Si on n'a pas d'emplacement réservé, là, on tombe à 48% avec les transports collectifs et la marge qui explosent. Et donc, c'est un élément important à prendre en compte.
Dernière diapo. Il faut savoir aussi que il est important de limiter l'occupation de l'espace public par la voiture, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'espace public étant un espace limité, on a beaucoup de politiques locales qui visent à développer d'autres modes d'occupation de l'espace public que par la voiture. On a une voiture, c'est 10 mètres carrés, et ces 10 mètres carrés, eh bien, aujourd'hui, sont extrêmement sollicités par d'autres usages. On voit le stationnement ou la circulation vélo, les fameuses coronapistes. Durant le Covid, le stationnement de roues aussi, hein, on voit les surfaces. On n'est pas pour une voiture, on peut loger 5 de roues motorisées ou effectivement une dizaine de vélos. Et justement, en élément d'actualité, on a depuis mercredi, le 20, donc depuis 2 jours, le 20 octobre, une grande consultation de mandature qui est de supprimer près d'une place de stationnement sur 2 en voirie. Et donc ils ont lancé une grande consultation publique où effectivement ils ont demandé aux Parisiens quels étaient leurs avis sur justement la transformation des places de stationnement. Et donc en 2 jours, on a près de 7000 consultations. Enfin là, j'ai regardé ça ce matin. Donc c'est quelque chose qui peut inspirer lorsque l'on regarde les différents dispositifs de transformation de l'espace public et l'usage des places de stationnement pour transformer l'espace urbain. Voilà, j'en ai terminé. Je vous ai donné les liens justement où vous pouvez me joindre avec aussi Emmanuel Perrin qui est à Centre-Est et qui s'occupe effectivement de ces éléments sur le stationnement. Je vous remercie. Merci Peggy. Alors c'était vraiment très intéressant et vous voyez que là on a vraiment fait le tour de tout ce qui a posé des questions et on voit bien que les solutions sont un petit peu différentes et n'ont pas les mêmes résultats. On aura sûrement des questions, mais qu'on prendra plutôt après la séance suivante sur la pénalisation, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur justement ces partages de la voirie et qu'est-ce qui est équitable et pas, et quelles sont les limites de l'exercice, est-ce qu'on supprime vraiment toutes les places de stationnement, ça voudrait dire qu'on augmente terriblement les transports en commun, et comment on finance ça, enfin bon, il y a tout un tas de choses qu'il va falloir un petit peu étudier, et pour le moment, donc on va donner la parole à Olivier Galiana. Il va nous présenter, on pourra revenir sur ce qui aura été dit par les 3 pour poser les premières questions. Donc Olivier, où il est Olivier? Vous m'entendez? Olivier Galiana, il est où? Il est plus là? Oui, très bien. Je suis bien là. Oui, on vous entend. Bonjour à tous. Je vais peut-être vous mettre en partage Ah voilà, oui. un document. L'écran. Si j'arrive à le trouver, comment on fait? Je ne maîtrise pas bien. Vous voyez ou pas? Toujours Allô? pas. Ah, attendez, parce que là. On doit voir ton transparent? Oui. Attends. C'est un PowerPoint? Oui, c'est celui que je t'ai envoyé tout à l'heure. Et tu n'arrives pas à l'ouvrir? Non, je ne sais pas comment on fait. Alors, ce que je te propose, c'est que nous, on te l'ouvre, d'accord? Vous l'avez? Eh ben voilà. Voilà. Oui. Ouvrez-le, vous. Comme ça, Olivier fera le commentaire. Hein, donc, on le fait. Ah,
Ça résonne. Voilà, on envoie le PowerPoint. Très bien. Je peux peut-être commencer, Olivier, en attendant, ça arrive, hein. Voilà. Très... Écoutez, donc je vous remercie. Moi, je vais être assez factuel, hein, puisque c'est plutôt une lecture d'une décision qui date du mois dernier du Conseil constitutionnel suite à une question préjudicielle de constitutionnalité et qui a été rendue le 9 décembre dernier. Alors, il faut savoir que le Conseil constitutionnel n'avait pas donné, au moment du vote sur les dispositifs concernant la dépénalisation du stationnement payant sur voirie, d'avis sur le sujet. Et donc, suite à un recours de plaignant, le Conseil d'État a considéré qu'il était nécessaire que le Conseil constitutionnel se prononce sur le fond pour vérifier si certaines de ces dispositions n'étaient pas contraires à la Constitution. Et il se trouve que c'était le cas. Donc, ça a été une décision qui est assez courte, mais qui a soulevé un problème essentiel, c'est que les contestations des forfaits de post-stationnement ne pouvaient pas être conditionnés à leur paiement préalable. Autrement dit, c'était de nature à remettre en cause le droit des justiciables à effectuer un recours auprès de l'autorité judiciaire. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont considéré que cette disposition était contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui considère qu'il ne doit pas être porté à d'atteinte substantielle aux droits des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Et donc, ce qui voulait dire que avec le dispositif qui était prévu dans la loi, il y avait un risque que un automobiliste qui voulait contester ne puisse le faire puisqu'il était obligé de payer au préalable son forfait post-stationnement et que du coup ce paiement pouvait être un obstacle. Donc à partir de là, on se retrouve dorénavant dans un vide juridique, hein, puisque maintenant, ce qui était quand même un des points clés de la loi, la collectivité locale ne peut percevoir de paiement préalable et le justiciable peut donc dans ces conditions-là effectuer un recours administratif préalable obligatoire auprès de la collectivité locale ou de son opérateur pour obtenir l'annulation du FPS en cas de requête et c'est ensuite à la collectivité d'en décider. Et suite à cette décision du Conseil constitutionnel, une proposition de loi relative au contentieux du stationnement payant a été déposée la semaine dernière par Daniel Labaronne, qui est député d'Indre-et-Loire et qui est vice-président de la Commission des finances. Cette proposition de loi qui a été signée par un certain nombre de parlementaires de la République en marche a été renvoyée pour le moment en commission des lois pour examen sur le fond, mais ce texte propose que le recours contentieux soit subordonné au paiement préalable dans la limite d'un plafond de 33 € du montant de l'avis de paiement du forfait post-stationnement. Et donc ce qui veut dire en d'autres termes que c'est une limite qui a été proposée par ces parlementaires pour répondre en partie à une des objections
qui avait été donné par le Conseil constitutionnel. Et puis, cette proposition de loi définit des exceptions, notamment pour le vol, la cession d'un véhicule, les cartes d'invalidité, donc les personnes handicapées, pour faire en sorte que, effectivement, on puisse faire, je dirais, l'inventaire des personnes qui peuvent faire l'objet d'exceptions. Ce texte, on verra bien son cheminement parlementaire, mais en tout cas, il a été déposé à l'Assemblée nationale et il répond en partie à un certain nombre d'objections aussi qui avaient été faites dans le rapport de Thierry Carcenac au Sénat et de Claude Nougin qui avait identifié toute une série de points qu'il était nécessaire d'améliorer. Donc il y a toute une série de recommandations. Si vous voulez, ce document pourra être partagé, qui ont été formulées en 2019 dans ce rapport sénatorial, qui était un rapport d'information, et cela, évidemment, renvoie à l'Assemblée à des discussions qui pourraient avoir lieu pour améliorer le dispositif législatif qui encadre cette réforme et permettre comme ça aux collectivités locales d'être mises en sécurité, parce que pour l'instant, et je rejoins notre ami du CEREMA, il y a quand même un certain nombre de fragilités qui peuvent être constatées, et on le voit bien, le principal défaut quand même de cette réforme, c'est qu'il y a très très peu de communication, d'information en direction des automobilistes, ce qui fait que pour beaucoup d'entre eux, ils ignorent quelles sont les dispositions qui s'appliquent à eux dans la commune dans laquelle ils veulent stationner. Et d'ailleurs, pour le moment, quand on regarde l'évolution des rapports après la décision du Conseil constitutionnel, il n'y a pas de frénésie à effectuer des recours. Donc, cela démontre bien que cette censure du Conseil constitutionnel n'a pas fait l'objet d'une mesure de publicité qui a incité les automobilistes à se lancer dans des recours contentieux. Donc, le principal sujet maintenant, c'est de bien informer la population et aussi peut-être de sécuriser un peu plus ces dispositions pour que les collectivités locales et leurs opérateurs puissent effectuer cette politique du stationnement en toute sécurité. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire à ce stade. Oui. Et je laisse la parole à Édouard Lecomte. Merci Olivier, bonjour à tous. Donc Édouard Lecomte. Alors, je vais revenir, mais sous d'autres angles, sur le bilan qui a été fait de la réforme du stationnement payant sur voirie, en insistant d'abord sur son volet décentralisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une réforme qui visait principalement à doter les collectivités des outils de leur propre politique. Et l'on voit bien dans le bilan qui nous a été présenté aujourd'hui par le CEREMA que les collectivités se sont saisies de toutes les souplesses, indépendamment des quelques trous dans la raquette que nous avons pu tous rencontrer. Les collectivités se sont saisies de cette réforme et l'ont mise en œuvre, chacune à sa façon. Certaines ont externalisé, d'autres pas. Certaines ont fixé des forfaits de post-stationnement en deçà ou au-delà du montant de ce qu'était la contravention de première catégorie. Certaines ont appliqué un FPS
Oui, alors on va peut-être attendre un tout petit peu pour cette présentation-là qui sera la deuxième partie de mon intervention, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Certaines ont donc appliqué une minoration en cas de paiement anticipé. Donc on voit bien que l'objectif de décentralisation a, au-delà des chiffres qui ont été présentés par le CEREMA, les objectifs ont été atteints. Alors, s'agissant des trous dans la raquette, effectivement, il y avait le statut du FPS en tant que sanction ou redevance d'occupation du domaine public. Le sujet a été récemment traité par le Conseil d'État. Il y a ce que Olivier Galliana vient d'évoquer, et je ne reviendrai pas, et il ne m'appartient pas d'émettre moindre commentaire sur une censure du Conseil. Il y a aussi effectivement les véhicules étrangers, dont le sujet a été rapidement évoqué par l'intervenant du CEREMA. Là, ce sujet est compliqué puisque, s'agissant d'une réforme qui a dépénalisé le contrôle du stationnement, les accords bilatéraux qui existaient entre la France, la Belgique, le cas échéant les Pays-Bas, l'Allemagne, tombent. Et il n'y a aujourd'hui plus de véhicules législatifs qui permettraient le recours envers des titulaires de certificats d'immatriculation non français. Et le problème aujourd'hui est criant dans les villes frontalières ou des villes touristiques. Il y a toutefois une perspective, alors certes, à l'échéance ou à calendrier européen, qui est la directive cross-border, dont un projet de révision a été engagé. Nous avons, avec le GART, donc le groupement des autorités responsables de transport, et les AITF, apporté une contribution pour cette révision de la directive. S'agissant du stationnement des personnes à mobilité réduite, il est évident que des dispositifs tels que ceux qui ont été mis en place à Marseille répondent à des besoins et garantissent le droit des usagers. Il est évident aussi que dès lors que les agents chargés du contrôle du stationnement sur voirie, que ce soit des agents municipaux ou des agents de sociétés auxquels les collectivités auraient externalisé le contrôle, pourraient avoir accès à un fichier national des CMI. Il y a aujourd'hui un projet d'arrêté qui est sur la table de la Direction générale de la cohésion sociale depuis le mois de février. L'imprimerie nationale qui est à la manœuvre opérationnelle pour ouvrir ce fichier est prête, mais attend l'autorisation. Donc, il y a des solutions pour régler les difficultés qui ont été rencontrées dans des calendriers qui ne répondent pas toujours aux urgences qui sont celles des collectivités et des agents qui sont chargés du contrôle. Voilà ce que je voulais dire sur la réforme. Alors, vous m'aviez sollicité pour faire un petit bilan des effets de la crise sanitaire sur le monde merveilleux du stationnement, et du stationnement en ouvrage en particulier. Donc, je me suis plié à cet exercice, et effectivement, vous pouvez avoir accès à une présentation que j'ai adressée, et qui, à partir d'un échantillon de parc, illustre bien les effets de la... Alors là, si je dois reprendre la main pour passer à la diapo suivante, voilà, qui illustre bien les effets de cette crise sanitaire. Sur la gauche, la semaine 14, donc qui est celle du mois de mars, où l'on voit bien tout segment de population confondu pour tout générateur d'activité, que ce fut le grand plongeon, puisque selon les situations, on était à moins 95 ou moins 98% de baisse d'activité en stationnement horaire dans les parcs de stationnement.
On a vu, à partir du déconfinement, une évolution qui était extrêmement intéressante et qui a permis à l'été de voir un quasi-retour à la normale. Et malheureusement, l'on voit bien encore une fois pour tout segment, et là on peut éventuellement passer aux diapositives suivantes, on voit bien que le retour des vacances estivales a remis un peu de plomb dans l'aile de la fréquentation horaire dans les parcs de stationnement. Je ne me lancerai pas dans des conjectures statistiques sur les effets que le couvre-feu peut avoir dans les métropoles dans lesquelles il a été instauré sur la fréquentation horaire à partir de 21 heures. Nous attendrons de voir les statistiques que nous produirons dans les prochaines semaines. Là, nous voyons que pour les aéroports, le retour à la normale est encore très très loin au bout du chemin. S'agissant des générateurs suivants, ça doit être dans les centres commerciaux. Il y a eu au cours de l'été une embellie. L'été fut beau. Aujourd'hui, malheureusement, les fréquentations retombent. Donc, le stationnement en ouvrage souffre cruellement des effets de la crise sanitaire. Vous avez à vos écrans les illustrations de cette situation. Pour les questions, c'est après, il me semble. M'entendez-vous? Oui, très bien. Oui, oui, tout à fait. Bon. Je crois que c'est Daniel qui reprend la main. Alors, Daniel Patier. Est-ce qu'il y avait, ouais, est-ce qu'il y avait encore quelque chose après? Vous avez encore quelque chose après? Vous m'aviez sollicité aussi sur la reconversion d'usage des parcs de stationnement indépendamment des effets de la crise sanitaire. Aujourd'hui, les services à la cité requièrent de la recharge de véhicules électriques, requièrent de la logistique urbaine, tout un tas de services qui peuvent trouver une place légitime dans les parcs de stationnement. Et pour être extrêmement bref, sinon je risque d'être trop bavard, aujourd'hui, tout est globalement possible, tout sauf ce qui nous est interdit par la réglementation incendie spécifique aux parcs de stationnement. Ok. Écoutez, on vous remercie beaucoup, puis ça nous fait une très bonne transition avec la suite. Après vous, on va avoir donc des gestionnaires de parking et d'aires de stationnement. Donc, on verra bien que toutes ces questions-là que vous posez, il faudra qu'on en reparle dans d'autres ateliers parce qu'il va falloir faire un suivi justement sur ces modifications qu'on peut avoir dans l'usage de l'espace, que ce soit sur ou en fonction de si l'évaluation des parkings baisse, on peut faire des complémentarités, des services aux automobilistes qui peuvent se développer et qui seraient peut-être pas inutiles. Et surtout, il faut qu'on revoie aussi ce problème de proximité. Ça veut dire que peut-être on pourrait dans ces espaces-là mettre par exemple, le dernier kilomètre de façon à ce qu'il y ait moins de camions aussi dans les rues. Alors, moi, j'avais juste une petite question. Est-ce que cette baisse de fréquentation donc des parkings, est-ce que, à votre avis, c'est uniquement lié ne prenaient plus leur voiture ou est-ce que c'est lié au fait qu'ils se déplaçaient plus du tout? Alors, une partie de la baisse de la fréquentation. Ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'ils. Je vous entends très mal. Allez-y, monsieur Lecomte.
Allez-y, monsieur Lecomte. Alors, m'entendez-vous tous? Oui. Oui. Ça y est. Dans les éléments d'analyse de la baisse de la fréquentation, il y a l'effet du télétravail, assurément. Il y a l'effet des aménagements qui sont faits pour conduire gentiment les automobilistes à lâcher leur voiture au profit du vélo, de la trottinette ou de tout autre mode de déplacement doux. Donc il y a tout un tas de causes qui sont qui permettent d'expliquer cette baisse de fréquentation. Mais assurément, Donc, le télétravail est aujourd'hui une des raisons principales à la baisse de fréquentation. d'accord. Okay. Bon, ben, je vous remercie beaucoup parce que là, il va falloir qu'on passe au cas, alors vraiment sur le terrain. Et donc, on va donner la parole à Inigo, donc Monsieur Pontil et Monsieur Sancier qui vont prendre la succession. Et tout de suite après, on aura des échanges un petit peu avec les participants.